Merci Martin, bonjour tout le monde. Je voudrais remercier sincèrement Louma de nous accueillir, Maya Hoffman, Mustapha Bouayati, Vassilis Okonomopoulos, Maria Finders, Martin Guinard qui ont organisé le programme. On a fait ça ensemble et puis toute l'équipe, pardon de ne pas citer tout le monde. L'idée de ce symposium, c'est de présenter tout un champ de recherche qui est énorme, il faut le dire. Ça fait longtemps qu'une personne physique ne peut plus lire tout ce que se publie dans le monde en histoire environnementale. L'histoire environnementale a 50 ans, un demi-siècle, et pourtant elle est encore peu connue en France, pas presque inconnue, mais elle était il y a encore peu de temps. C'est pourtant un champ très actif dans le monde académique, mais justement, il est essentiel de sortir de ce qui se fait du monde académique pur pour partager ce bouillonnement intellectuel. Ce retard, en quelque sorte, dit quelque chose de la façon dont transformer nos sociétés, c'est aussi transformer nos institutions de savoir, de culture. Et en ce sens-là, il est très important de passer par des lieux qui sont aussi en dehors de l'université, parce qu'ils ont une autre souplesse, une autre réactivité, et qu'ils sont capables de faire le lien avec des enjeux d'un territoire, du présent. Et d'ailleurs, vous allez voir, le symposium va mettre aujourd'hui ensemble, dans ces 3 jours ensemble, de manière tout à fait originale, des historiens et des architectes, des activistes, des artistes, des praticiens. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut des lieux comme Louma. Je suis aussi très heureux de ce symposium parce que l'idée, c'était de faire venir, de donner une sorte de panorama de différentes choses qui se font dans le monde et de multiplier les voix. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui à habiter notre planète, c'est aussi de savoir qui parle pour la planète. Et une des meilleures manières de le faire, c'est d'écouter les voix multiples qui, dans différentes parties du monde, prennent la parole de manière très forte. Et là aussi, c'est extrêmement original d'avoir des points de vue états-uniens, y compris des points de vue états-uniens sur la France, d'avoir des points de vue indiens, des points de vue européens, des points de vue venus d'Amérique latine. Et ça, c'est tout à fait unique. Et donc, je suis très heureux qu'il y ait ces collègues qui aient accepté de venir, dont pour tous, j'ai lu les travaux, je les admirais. Et parfois, certains, je ne les avais rencontrés que par Zoom, cette affreuse chose qui nous est arrivée depuis peu de temps. Et il est si important parfois de se rencontrer physiquement. Alors, l'état des lieux où en est l'histoire environnementale aujourd'hui comporte aussi une question qui nous est posée et qui vous est posée, ce qui est de savoir qu'est-ce que l'histoire environnementale pourrait faire de mieux? Quels sont les nouveaux défis? Est-ce qu'il y a des éléments, des existants, des entités que l'on ne prend pas assez en compte? Et c'est tout le sens aussi de la présence parmi nous de Bruno Latour, qui nous fait l'amitié d'être là. Et on attend de lui qu'il nous mette en difficulté, qu'il nous montre ce que l'on pourrait faire de mieux et aller plus loin. C'est tout l'enjeu des zones critiques de Gaïa, on en reparlera. Alors, je suis bien évidemment obligé de dire quelques mots de ce qu'est l'histoire environnementale, même rapidement. Cette histoire environnementale qui a 50 ans, très simplement, je dirais que l'histoire environnementale, c'est 5 choses. D'abord, repeupler le social. C'est très simple. Comment est-il possible de raconter une histoire dont les acteurs ne sont pas simplement des êtres humains? Et donc, dans vos histoires, vous mettez des lapins, des loups, des arbres, des nuages, des fleuves, de l'eau, toute cette matérialité, mais qui est une matérialité qui a une capacité d'action, différente de celle des êtres humains, mais une capacité d'action. Et ça pose tout un problème de méthode qui a été soulevé dès le début de l'histoire environnementale, c'est qui parle? Qui parle pour ces non-humains? Est-ce que c'est une histoire de ceux qui ont été vaincus, de ceux qui ont été dominés? Est-ce que c'est une histoire plus complexe? Ce qui nous amène au deuxième élément très original de l'histoire environnementale. L'histoire environnementale, c'est considérer qu'il y a des rapports de force entre humains et non-humains. Non pas une harmonie préétablie, une harmonie qui se déroulerait dans un temps long, mais des rapports de force. Et ça a été une des grandes nouveautés de l'histoire environnementale aux États-Unis, c'est-à-dire considérer les impacts, les dégradations, et renoncer à l'idée qui était plus présente dans un cadre continental, qui était celle d'une longue harmonie héritée de l'histoire. Et évidemment, cela soulève une deuxième question, celle de l'éthique et de l'engagement. Troisième élément, la processualité. C'était là aussi très simple. Vous avez tous vos acteurs, humains, non humains, et la règle, c'est d'essayer de tous les faire bouger et de renoncer à une perspective
qui nous a façonnés depuis au moins 2 siècles, qui est de considérer que seuls les êtres humains bougeaient et que la nature était un décor, une toile de fond immobile qui était en quelque sorte à notre disposition, comme un grand stock, un magasin, attendant simplement qu'on la décrive, on l'inventorie, qu'on la transforme et qu'on la vende. Vous faites tout bouger en même temps, et ce n'est pas si facile que cela, parce qu'on a pris l'habitude de ne faire bouger que les êtres humains. Je pourrais, c'est un autre sujet, mais prendre tous les livres d'histoire qui sont utilisés dans les programmes scolaires aujourd'hui et montrer comment ce point de méthode est encore totalement absent. 4e élément, c'est des champs de force. C'est-à-dire que l'histoire humaine, c'est une histoire de choix, mais ces choix sont bornés par des champs de force qui les délimitent. Et ceci ouvre sur une histoire conjointe qui n'est plus simplement une histoire humaine, mais qui est une histoire de l'ensemble des existants, vivants ou non, qui peuplent la planète. Et tout ceci borne en quelque sorte la capacité d'action. Et c'est cet élément dont on prend simplement conscience, c'est tout simplement la question des limites. Enfin, dernier élément, c'est une histoire totale, c'est-à-dire qu'il s'agit de bâtir un récit dans lequel on va tout mettre en même temps. On va essayer d'avoir un modèle d'intelligibilité qui comprenne ces rapports de force, ces voies multiples, qui articule des échelles différentes. Et là aussi, ce n'est pas si facile. Je prends juste un exemple, celle de nos livres scolaires. Il faudrait reprendre dans les livres scolaires toutes les dates d'histoire que l'on apprend, et il faudrait en faire tomber une grande partie, en montrant qu'elles n'ont de sens que pour les humains, et qu'il faudrait en proposer d'autres, les multiplier. Si vous voulez approfondir... Dernier élément, toujours pour introduire un petit peu brièvement, expliquer un petit peu ce retard, en quelque sorte, cette anomalie dans le champ français, c'est-à-dire pourquoi l'histoire environnementale arrive si rapidement. Et je voudrais expliquer ça avec une simple comparaison autour d'une date 1971. En fait, les historiens français avaient une longue tradition des rapports entre histoire et géographie, qui les rendait tout à fait aptes et même pionniers dans la compréhension d'une histoire qui n'était pas simplement humaine. Le premier livre écrit sur un nom humain, c'est La Méditerranée de Braudel de 1949. Cette idée qu'il a, au lieu de faire la Méditerranée, au lieu de faire d'écrire l'histoire de Philippe II dans l'espace méditerranéen, eh bien faire l'histoire de la Méditerranée au temps de Philippe II. Mais néanmoins, à cette perspective qui était celle de l'école des Annales, il manquait quelque chose qui a été en quelque sorte raté et qu'on comprend autour de ces deux dates, c'est-à-dire la compréhension des rapports de force, des impacts, des dégradations. Regardez ce qu'il y a dans la colonne de gauche, ce qui se passe aux États-Unis. Mobilisation écologique très très forte que l'on oublie. Le premier Earth Day en 1970, c'est toujours à ce jour la plus grande manifestation publique qui a eu lieu aux États-Unis, plus que les manifestations pour les droits civiques, les campagnes qui sont lancées. Et l'histoire environnementale naît à ce moment-là, 1972, le livre d'Alfred Crosby, le numéro de la Pacific Historical Review, la création de la revue Environmental History, de la Société d'histoire environnementale. Au même moment, regardez la colonne de droite, que se passe-t-il côté français? Eh bien, la question environnementale s'installe. Elle s'installe très fortement, mais sous une gamme différente. D'abord, première chose, c'est la création du ministère de l'Environnement en 1971. C'est-à-dire qu'en France, l'écologie devient une question de technocrate, une question d'aménageur, une question d'ingénieur. Le ministère de l'écologie a dans son ADN de l'équipement. C'est des ingénieurs, en fait. Et à ce moment-là, on voit très bien du côté des intellectuels, des gens comme Leroy-Ladurie, qui au même moment publie un des premiers numéros au monde sur environnement-histoire, eh bien, il dit « L'environnement, c'est une question de technocrate. Ce n'est pas la nôtre. Notre question, c'est le milieu, c'est la géographie, c'est la longue durée. » Mais donc, il rate complètement la question politique du temps présent, des luttes et des rapports de force. La deuxième chose qui se passe, c'est que début des années 1970, la France, qui était un pays, il faut le dire, qui était un pays archaïque par rapport aux États-Unis et d'autres parties du monde, a cette volonté de rattraper le retard, de se moderniser très vite. C'est le sens des 30 Glorieuses. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui sont chargés de la modernisation de la France, eh bien, conçoivent l'idée qu'il faut moderniser, mais en même temps mettre sous cloche des parties de territoire qui sont, ou des parties de l'histoire française qui sont en train de disparaître. C'est le fameux thème de la fin des paysans, Henri Mandras, 1967. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une civilisation millénaire qui est en train de disparaître et dont les dernières traces qui restent sont dans les structures du paysage. Et là aussi, c'est un deuxième élément de dépolitisation.
C'est-à-dire l'environnement, après avoir basculé du côté technocratique, bascule du côté de la patrimonialisation, une sorte de longue durée immobile et harmonieuse, ce qui évidemment n'est pas l'environnement. Et donc, du coup, de fait, quand on regarde ce qui se passe après, les historiens français qui étaient très bien partis vont tout rater. 1974, le livre de Jacques Le Goff et Pierre Nora en 3 volumes qui fait un état des lieux de toute l'histoire en train de se faire, qui a une influence mondiale, eh bien l'environnement est absent. Il y a juste sur le chapitre sur le climat, mais tout le reste est absent. Et on pourrait continuer cette liste-là. Et c'est tout ceci pour mieux souligner l'importance de ce symposium et de ce que l'on va partager dans les jours qui viennent. Alors, si vous voulez lire sur ça, je me permets de mettre quelques références de choses que j'ai publiées. Alors, ce que je vous propose dans cette intervention ce matin, c'est de faire un exercice d'histoire environnementale, une démonstration. C'est-à-dire, on peut faire de l'histoire environnementale de tout, de n'importe quel lieu, de n'importe quel objet. C'est un point de vue que l'on introduit, on environnementalise, on repeuple, comme je l'ai dit. On peut le faire de tout, et donc je vous propose de faire un exercice. Eh bien, j'ai pris un lieu presque au hasard, un lieu dont je ne suis pas spécialiste, ni géographiquement, ni chronologiquement, vous allez voir, qui est une île paradisiaque. Une île paradisiaque, vous allez découvrir dans la diapositive suivante. Alors, quel est l'intérêt de, justement, maintenant, au moment où les vacances se terminent, on va recommencer à travailler, de choisir une île paradisiaque et touristique? Eh bien, ce n'est pas simplement pour la nostalgie de nos vacances, mais c'est parce que ceci nous pose une question que l'on a presque perdue, alors qu'elle était très forte il y a quelques mois, quand il y avait la pandémie, c'est-à-dire qu'avons-nous appris de la pandémie? Qu'avons-nous appris de ce moment où l'économie mondiale s'est ralentie, où nos vies ont changé? Et est-ce que l'on n'est pas en train de refaire la même chose qu'avant, en pire et en plus rapide? Regardez les chiffres de la fréquentation touristique. La Grèce est en train de battre son record son record de visites touristiques. Regardez les chiffres des transports low cost. Ils n'ont jamais été aussi rentables et les avions n'ont jamais été aussi pleins. Et le tourisme, c'est aussi intéressant parce que c'est la tension entre 2 dimensions qui traversent l'histoire environnementale. Une première dimension qui est l'histoire environnementale est-elle une longue histoire du déclin inéluctable de la nature? Si l'on prend juste les chiffres, quantitativement, eh bien cela paraît indéniable. La photographie est là si on mesure le nombre de voitures, le nombre de pollutions, le nombre de consommations de hamburgers, de plastique, etc. Et d'ailleurs, de fait, l'histoire environnementale, la première génération, on a dit d'après d'elle que c'était une école tragique de l'histoire environnementale, parce que c'était une longue histoire de déclin. Mais ce que l'histoire environnementale nous a appris très vite, c'est qu'en réalité, au fur et à mesure où les études se sont multipliées, et surtout au moment où l'histoire environnementale s'est internationalisée, elle s'est développée en Inde, en Europe du Nord, en Amérique latine, etc. C'est qu'elle a fait exploser ce schéma en montrant qu'il y avait une multiplicité de temporalités qui était complexe et que si on faisait varier les échelles, il y avait des cas de résilience très nets dans des espaces. Un espace détruit pouvait récupérer, le fameux cas des bases et des arsenaux militaires ou des zones détruites par les combats. Et donc ceci s'est complexifié, mais on a toujours ça à l'ordre, toujours ça à l'esprit. Or, les chiffres, eh bien, si on regarde le point de départ et le point d'arrivée de la courbe, c'est indéniable, mais ils ne nous disent pas grand-chose, ils ne permettent pas de comprendre ce qui se passe entre les deux. Parce que ce qui se passe entre les deux, c'est une autre question, c'est celle, eh bien, des outils qu'utilisent les êtres humains pour posséder et comprendre le monde, c'est l'histoire du désir. Et les îles, les destinations touristiques, c'est particulièrement intéressant parce que c'est paradoxalement le désir de nature qui détruit la nature. Le désir de profiter d'une nature jugée vierge, remarquable, eh bien, qui finit par la détruire extrêmement rapidement. Et donc, c'est la question que je voudrais suivre à travers cet exemple, c'est-à-dire comment l'environnement est-il possédé et compris? Et à partir de cette question, comment peut-on essayer de faire une histoire moins anthropocentrique pour aller vers une histoire conjointe de tous les existants? Alors, voici l'île que j'ai choisie, l'île vietnamienne de Phu Quoc. C'est à peu près la taille de la Martinique, 582,5 km², un sommet de 604 mètres. Alors l'île de Phu Quoc, vous ne la connaissez pas, elle est dans le golfe de Thaïlande. Regardez, elle est en face du Cambodge. Si vous la connaissez presque, si vous avez lu Un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras était en face de l'île de Phu Quoc. Et d'ailleurs, les tigres qui nageaient, qui allaient jusqu'à la nage à Phu Quoc, eh bien, venaient à peu près du même endroit où elle déploie son récit. Vous ne la connaissez pas, pourtant elle est très connue, mais elle est très connue dans d'autres parties du monde. C'est la grande destination touristique du monde asiatique.
Les touristes asiatiques qui ne sont pas revenus en Europe, que vous n'avez pas vus à Arles cet été, eh bien, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. L'île de Phuket, c'était avant la pandémie, quasiment 4 millions de visiteurs, classés dans le top 5 des destinations touristiques d'Asie. Et une explosion un développement extrêmement rapide du tourisme. Puisqu'avant 2012, il n'y avait pas d'aéroport, il fallait y aller en bateau, il n'y avait quasiment pas de tourisme. Les chiffres d'ailleurs de projection, avant la pandémie, le ministère du Tourisme vietnamien avait prévu en 2025 de doubler le nombre de visiteurs étrangers. Donc si on fait la projection sur Phuket, 4 millions de visiteurs avant la pandémie, on devrait être à 8 millions en 2025. Pendant la pandémie, d'ailleurs, lorsque le Vietnam était totalement fermé, personne ne pouvait entrer ni sortir. Le gouvernement avait mis 2 zones spéciales réservées au tourisme où on pouvait aller en dehors des mesures de contrôle, qui étaient l'île de Phuket et une autre zone touristique. Vous pouvez taper sur votre application smartphone, essayer de réserver une chambre d'hôtel. Voilà à peu près à quoi ça ressemble aujourd'hui, et vous multipliez ça par le nombre de chambres. Alors la question qui se pose, face à ça, que peut l'historien de l'environnement? Que peut l'historien de l'environnement face à 4 millions de touristes, face à 500 hôtels, à ces forces qui sont du bâtiment, qui sont des investissements, de la finance, des avions, etc. Eh bien, il peut aller faire très simplement, il peut d'abord aller aux archives. C'est ce qu'on aime bien faire, aller aux archives. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué dans des pays où on n'a pas la possibilité de travailler. Voilà les archives de Ho Chi Minh, le centre numéro 2 des archives de Ho Chi Minh. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que personne ne connaît son existence. C'est un immeuble du Parti communiste dans lequel il y a des archives et il n'y a même pas de panneau à l'entrée. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était extrêmement pratique. Juste à droite, il y a un hôtel où je résidais et je devais être la seule personne de l'hôtel à aller aux archives tous les jours et personne n'en connaissait l'existence. Alors que s'est-il Ça s'est éteint. Oui. Alors, cette question d'archives, elle est très importante parce que l'histoire, c'est une enquête. C'est comme une enquête policière. C'est comme une enquête policière, c'est-à-dire que lorsque vous allez aux archives, vous arrivez avec des questions, et la première chose qui se passe, c'est que vous ne trouvez pas les documents qui répondent à vos questions. Et c'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que vous apprenez à refaire et à recomposer vos questions. Et là commence un dialogue avec des matériaux dont au départ vous ne comprenez rien. Il y a aux archives de Ho Chi Minh quelque chose qui est très important, qui est le fonds du gouverneur général de la Cochinchine. Et ça, c'est un point de méthode extrêmement important, c'est-à-dire que pour faire une bonne histoire, il faut ces archives et il faut une compréhension des structures qui ont à la fois produit, conservé et mis à disposition ces archives. Il se trouve que c'est un point peu connu, mais lorsqu'il y a eu les indépendances des colonies françaises, ont été rapatriées les archives de souveraineté, c'est-à-dire les archives du gouverneur général qui sont à Aix-en-Provence. Et l'histoire de la colonisation a été bâtie à partir de ces archives du gouverneur général, mais les archives des provinces sont restées sur place. Les archives de la Cochinchine sont sur place, les archives provinciales de l'Algérie sont à Alger, les archives de l'AOF sont à Dakar, les archives de l'AEF, c'est un peu plus compliqué. Et pour les questions environnementales, ça change tout. Parce que si vous partez des archives qui sont à Aix-en-Provence, comme les historiens l'ont fait, vous avez la norme, le droit, le discours inflexible qui raconte une histoire victorieuse de domination de la nature. Lorsque vous êtes dans les archives provinciales, c'est autre chose. C'est des histoires d'échecs, de tâtonnements, des escroqueries, beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et là, vous rentrez dans un monde où il y a généralement un résident français pour un territoire qui fait la taille d'un département. Et bien évidemment, on peut rendre compte qu'il y a un écart très grand entre le discours et l'action. Et donc, du coup, c'est des négociations, c'est des compromis, et c'est beaucoup plus intéressant. Or, il se trouve qu'en France, les historiens de la colonisation ne se préoccupent pas des questions écologiques. Je n'ai pas attesté sur le blog de Pierre Aski, l'émission de Pierre Aski qu'il y avait sur France Culture cet été, excellente, mais je suis sûr qu'à aucun moment, il n'aborde ces questions écologiques, mais peut-être que je me trompe, et si je me trompe, je m'excuse d'avance. Et de l'autre côté, les historiens de l'environnement de langue anglaise qui ont fait ce travail extraordinaire, souvent ne possédant pas le français, n'ont pas travaillé dessus. Ce qui veut dire que très concrètement, sur la carte du monde, de la compréhension du monde, il manque l'histoire environnementale de l'Empire français, c'est-à-dire du deuxième empire colonial du monde. Et à un moment où il s'agit de comprendre les trajectoires qu'il y a un certain nombre de pays qui sont aujourd'hui les pays où il y a les plus fortes dynamiques historiques, qui sont les modernités les plus actives, eh bien, il est plus que jamais nécessaire de travailler sur ces zones-là, ce que l'on ne fait pas. Alors, comment fait-on à partir de là, lorsqu'on commence à rentrer dans ces archives? Première chose que l'on peut faire, c'est que l'on peut déconstruire la wilderness, déconstruire le sauvage.
Alors le sauvage, lorsqu'on va à Foucault, il est partout, puisque c'est ce qui justifie le tourisme. Regardez le dépliant, des groupes touristiques. L'île Vierge de Foucault est un paradis caché, luxuriant, etc. Il y a d'ailleurs un parc national. La moitié de l'île est un parc national. Il y a une réserve de biosphère de l'UNESCO. Il y a même un guide des sources de Foucault qui est publié en vietnamien et qui sert essentiellement à montrer comment elle a un potentiel économique gigantesque, assis sur le caractère sauvage de cette île et le développement du tourisme. La question de l'historien, elle est tout à fait différente, c'est-à-dire qu'il arrive et il prend cette catégorie de sauvage et il la déconstruit en montrant comment s'est construit historiquement le sauvage. Et c'est une histoire de la production de l'éloignement et de l'isolement. Repensez à la carte que je vous montrais tout à l'heure, cette île, elle est dans le golfe dans le golfe de Thaïlande. En fait, c'était une île profondément connectée. C'était une île, lorsqu'elle n'appartenait à aucune nation, elle était pleine de pirates, de marchands. Elle était sur des chemins qui allaient de la Chine au royaume de Siam, en passant. L'éloignement s'est construit quand s'est mis en place un ordre politique de contrôle qui s'est passé d'abord sous Jialong dans les années 1780, mais c'était surtout un empire de papier, et beaucoup plus fortement avec la colonisation française, c'est-à-dire qui, instaurant une frontière entre les différentes parties de l'empire, a construit de cette île un cul-de-sac. Un cul-de-sac qui n'était plus relié par des échanges intenses, qui étaient, il est vrai, beaucoup de brigandage, de pirates qui attaquaient des jonques. Et donc, c'est paradoxal, c'est qu'en fait, c'est cet éloignement, ce cul-de-sac qui produit du sauvage parce que ça affaiblit l'ensemble des relations humaines. Et lorsque l'on prend les rapports de visite qui commencent dès les années 1860, lorsque les Français arrivent, c'est toujours la même litanie, c'est-à-dire que l'on a une île sauvage. On a regardé ce rapport de Hersan, ingénieur des affaires indigènes. Il dit, voilà, c'est une île sauvage. Il y a constamment battu par les vents violents amenés par les différentes moussons. D'ailleurs, c'est un autre sujet, mais je pourrais montrer facilement qu'un certain nombre de grands hôtels qui sont construits aussi sont en plein dans des zones de mousson et seront un jour détruits, abîmés par des catastrophes naturelles, mais c'est un autre sujet. Il suffirait de reprendre ces cartes. Et cette idée qui va avec d'une population indolente, paresseuse, des sortes de bons sauvages, et un mélange de bons sauvages, doux et indolents, et de buffles sauvages qui peuplent l'île. Tout ceci, en fait, et en réalité n'a rien de sauvage. Ces buffles, on peut en faire l'histoire avec des plantations khmer au XVIIe siècle qui sont à peu près abandonnées. Les buffles sont relâchés et deviennent sauvages, deviennent des animaux féroces qui n'étaient pas du tout au départ. La deuxième chose, ce que l'on peut faire, c'est, vous voyez, on commence à tirer des fils comme ceci. On commence à tirer des fils comme ceci, vous avez vos cartons, vous les sortez, vous avez les inventaires, et vous tracez toutes des entités non humaines et vous partez de là. Et dans les archives, j'ai regardé, est-ce qu'il y a du café, est-ce qu'il y a du caoutchouc, est-ce qu'il y a des cocoteraies, est-ce qu'il y a du cacao, et vous prenez, et la règle méthode, c'est que vous partez de ces entités non humaines et vous montrez comment elles sont pleines d'histoire humaine et comment, en retour, l'histoire humaine est pleine de nature. Il faut bien dire qu'au départ, quand vous commencez, rien de tout ceci n'apparaît. Vous avez des documents qui arrivent, des comptabilités, des listes d'exploitation. Vous ne comprenez rien, il n'y a rien d'intéressant. Et d'ailleurs, les historiens le savent très bien, le premier temps aux archives est toujours un moment tout à fait décourageant, et là aussi extrêmement important. C'est quelque chose que je dis toujours à mes étudiants à la première thèse quand ils viennent me voir en disant « je suis totalement découragé, je ne comprends plus rien à mon sujet, j'avais des questions très claires, je déprime », et je leur dis toujours « c'est très très bien, formidable, parce que c'est le moment où vous allez devoir inventer des questions que vous n'aviez pas au départ, donc continuez comme ça ». Pas que ça dure trop longtemps, mais c'est ce moment. Pour l'historien, c'est la même chose. Et donc, vous tirez les fils et vous avez des choses qui sortent. Et dans mes plantations, à un moment, je découvre dans un dossier ces 3 photos que vous avez. C'est rare d'avoir des photos, ce sont ces 3 personnes, 3 vies minuscules, 3 anonymes de l'histoire que l'on ne connaît pas, qui sont ces 3 personnes qui ont été condamnées, qui ont été envoyés pour faire du travail forcé sur l'île de Foucault en 1882 et qui sont là parce qu'ils se sont évadés de l'île. Ils se sont évadés de l'île d'une plantation qui est la plantation Girard, qui existait pendant 7 ans et qui était une plantation de 3000 hectares sur l'île. Une concession donnée gratuitement. 3000 hectares donnés comme ceci. Et là, regardez, vous essayez de sortir, vous avez cette histoire humaine qui est profondément liée à l'histoire, cette histoire non humaine. Regardez ces détails, 18 mois de prison pour vol, 22 ans, 1,62 m, et regardez les signes distinctifs.
Cicatrice à la joue droite, cicatrice au coude droit, aux deux jambes et comment dire, une forte au genou gauche. Regardez la taille de celui de Nguyen Van Thai, 1m52, 1m38 pour celui du milieu. Et là surgit des archives des vies minuscules, ignorées, comment dire, indignes. Là, simplement dans les archives, on ne comprend rien. Que s'est-il passé dans cette plantation pour qu'en quelques années, il y ait une cinquantaine de personnes qui s'enfuient, ils franchissent, ils volent des bateaux, ils rejoignent l'actuel code du Cambodge, et là se suivent des sortes de chasse à l'homme. Ce que vous avez, ces 3 photos, en fait, c'est des photos qui ont été, c'est dans le dossier parce qu'ils ont été pourchassés, hein, et donc ce sont des photos de chasse à l'homme. Et d'ailleurs, on a un interrogatoire, pas eux, mais de d'autres personnes, où on leur demande pourquoi ils ont fui. Et les 3 personnes qui sont interrogées disent qu'ils ont fui parce qu'ils étaient maltraités et qui n'étaient pas nourris. Et là, vous revenez à vos documents de départ, vos comptabilités, vous essayez de comprendre l'histoire de cette plantation. Vous reprenez les comptes qui sont demandés, les demandes de subventions. Et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de bizarre. Ça commence comme l'idée de faire une ferme européenne avec des vaches. À Foucault, c'est quand même assez étrange. Puis après, l'année d'après, ils disent on va faire du café, on va avoir des résultats extraordinaires, il faut qu'on ait des subventions supplémentaires. Après, c'est les noix de coco, etc. Ça marche pas très très bien. Et là, le propriétaire de la plantation, Girard, dont on ne connaît toujours rien, il y a cette lettre qu'il envoie au gouverneur de la Cochinchine. Et il dit, voilà, le problème que l'on a, c'est parce qu'on n'a pas de travailleurs, personne ne veut venir à Foucault. Et je vous propose la chose suivante, c'est qu'il y a la prison centrale de Saïgon, eh bien, des gens qui ont été condamnés à des peines légères, ça vous coûte cher de les nourrir. Emmenez-les, envoyez-le dans l'île, je vais les nourrir, et puis en même temps, ça va un peu les rééduquer, parce que sinon, dès qu'ils vont sortir de prison, ils vont recommencer à voler et mener à nouveau leur vie paresseuse. Et là, Girard obtient au total, c'est 500 personnes. 500 personnes qui sont envoyées par différentes étapes dans cette plantation-là. Il y a les choses s'arrêtent brutalement. Les choses s'arrêtent brutalement. En 1889, la plantation est fermée. Du jour au lendemain, les prisonniers sont rapatriés. Il y a la décision du gouverneur général et on ne sait pas ce qui se passe d'après les documents. La clé, on l'a par une lettre, un dossier qui aurait dû être un des grands scandales de la Troisième République, qui aurait pu l'être. Cette lettre que vous avez sous les yeux, elle est un petit peu longue, mais je l'ai mise en entier, même si je ne la lirai pas. C'est une lettre de quelqu'un que vous connaissez bien, en fait, qui est le grand cousin, l'oncle de Jean Jaurès, celui qui l'a formé en politique, qui est l'amiral Benjamin Jaurès. L'amiral Benjamin Jaurès, qui a été nommé ministre des colonies, ça fait 13 jours qu'il a pris ses fonctions, et c'est une des lettres, longue lettre, qu'il écrit au bout de ce 13e jour, et qui porte sur la chose suivante, c'est qu'on apprend dans cette lettre qui est le propriétaire de la plantation. Le propriétaire de la plantation, c'est le commissaire central de Saïgon. C'est-à-dire celui qui est chargé de la répression, à négocier directement avec le directeur de prison pour faire du travail forcé, envoyer 600 personnes qu'il n'a pas nourries, qu'il n'a pas payées évidemment, travailler sur sa plantation. Et pourquoi l'affaire prend-elle fin? C'est parce que les mauvais traitements, à un moment, prennent un tour dramatique. Ils étaient quotidiens, mais juste à ce moment-là, eh bien, les gardes européens tuent. Ils tuent une personne, il y en a un autre qui disparaît, qui a sans doute été tué, battu. Et ce que Jaurès dit dans cette lettre, eh bien, il dit très nettement comment c'est l'administration coloniale qui a failli. L'administration coloniale qui n'a pas contrôlé alors qu'elle aurait dû le faire, qui n'a pas écouté les avertissements. Il demande que soit posée la question de responsabilité du commissaire central de Saïgon, ce qui est, en termes diplomatiques, c'est énorme de dire ça, et il demande de faire une inspection de tous les bagnes de l'Indochine. Alors je dis, ça aurait pu être un des grands scandales de la Troisième République, c'est parce que Jaurès meurt quelques jours après. Le dossier va rester là, il passe aux assises. Les assises, évidemment, gracient le commissaire en disant qu'il n'était pas au courant, ce qui est totalement faux. On condamne les petits blancs qui étaient gardes et qui maltraitaient. Ils font appel, ils sont graciés, et ce sont les gardes indigènes qui sont condamnés plus lourdement. Et donc, vous voyez comment, à partir d'une histoire de ces éléments non humains, vous avez fait sortir toute une histoire humaine, et donc vous arrivez à quelque chose qui est plus de la nature, qui est plus de la culture, mais un mélange indissociable d'expériences humaines, de souffrances, d'entités non humaines qui forment tout simplement notre monde. Notre monde, c'est
qu'aussi dans cette île, ce que ça nous apprend, c'est aussi une histoire non linéaire. Je pourrais le montrer, mais je ne le développerai pas. C'est que j'ai fait aussi l'histoire des plantations. Alors après Girard, ce qui est intéressant, c'est que tout ceci est oublié, c'est abandonné et l'île redevient sauvage. Ce qui fait qu'en 1898, le directeur du jardin botanique, quand il visite, il dit il n'y a plus aucune trace de la plantation Girard, c'est redevenu une île sauvage. Mais simplement avec les archives, même encore aujourd'hui, je peux vous montrer sur l'île les traces de l'ancienne plantation, des noix, des plantes qui n'auraient pas dû être là s'il n'y avait pas cette histoire. Toutes les traces sont là, mais simplement elles ont été invisibilisées. Alors on pourrait faire l'histoire des plantations. Le chapitre de ce livre que je suis en train de terminer, il y a ces deux exploitations qui m'ont beaucoup, dont j'ai fait l'histoire, qui m'ont beaucoup amusé. La première est une sorte de société de papier. C'est un notaire, de l'Eure-et-Loire, qui n'est jamais venu au Vietnam, qui n'y viendra jamais, et qui réussit à avoir une concession de 4000 hectares sur l'île. Le conseil dit on le connaît pas, on l'a jamais vu, mais il faut quand même développer la colonie, donc on lui donne la concession, on subventionne, et il va rien faire, même pas cultiver, même envoyer personne, et il crée une société par action. Une société par action, il vend des parts. Et c'est la façon aussi dont cette histoire, territoire, c'est une histoire de rêve, de désir, de projection dans le futur, d'espoir d'enrichissement, de vie que l'on refait. C'est tout ça aussi, ces vies humaines et non humaines qui sont entremêlées. Et d'ailleurs, c'est lié à la Banque centrale de Paris qui est connue pour, dans ces années-là, avoir spéculé, fait d'autres fausses choses. L'affaire du canal, il y a des affaires de canaux, des affaires de sucreries, elle fait faillite, il réussit. La deuxième, en bas, elle a vraiment existé. D'ailleurs, vous pouvez très facilement l'acheter si vous voulez décorer chez vous. Vous pourrez, sur les sites de vente de cartes postales et papiers anciens, je l'ai acheté, ce coupon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté en France, cette société de Foucault qui existait entre 1930 et 1933. Et j'ai montré en faisant cette histoire, toujours cette enquête policière, eh bien, que c'est une société qui avait 3000 hectares, qui n'en a jamais cultivé que 200, et dont les comptes étaient totalement truqués. Alors cette fois-ci, c'est l'histoire du caoutchouc. C'est pas le café, c'est pas le cacao. Et là, c'est une histoire compliquée aussi parce que dans la colonisation, les Français n'ont pas réussi à développer ni le cacao ni le café, parce qu'ils ont choisi l'arabica à tort, alors qu'il faut le robusta est adapté à ce climat. Et le cacao, aujourd'hui, le Vietnam est le 3e producteur mondial de café. C'est un producteur de chocolat qui est important dans des chocolats de luxe, mais c'est tout récent. Et c'est lié en fait à l'effondrement du bloc de l'Est, c'est-à-dire la façon dont au temps de l'Empire soviétique, eh bien, il fallait développer dans les pays socialistes des productions qu'il ne fallait pas importer. Et à ce moment-là que commence l'histoire du café et du chocolat, mais c'est une autre chose, l'histoire de plantations abandonnées, etc. Alors la raison pour laquelle ça marche pas, c'est la carte géologique que vous avez dessous, c'est que en fait c'est la prolongation du massif de l'éléphant qui est au Cambodge, sur le terrain gréseux, il n'y a pas d'humus, vous pouvez pas faire de plantation à Phu Quoc. C'est cette question géologique. Alors, maintenant, passerai un tout petit peu plus de temps sur un autre moment auquel je suis intéressé, qui est une autre question d'histoire environnementale, c'est-à-dire de faire l'histoire de la configuration matérielle du territoire. L'approche de l'histoire environnementale, ça consiste à ne pas prendre un objet pour l'isoler. Par exemple, si vous voulez faire, il y a un très très beau livre d'un collègue américain, Christopher Wells, sur la voiture, qui est un des plus beaux livres que je connaisse sur la voiture, Car Machine, qui explique que si vous voulez faire l'histoire de la voiture, il ne faut pas faire l'histoire de la voiture comme objet, parce que sinon vous tombez dans une impasse qui est savoir est-ce qu'on aime la voiture parce que c'est synonyme de liberté ou est-ce qu'on déteste la voiture parce qu'elle détruit la nature. Et il dit la clé, c'est la configuration matérielle du territoire. C'est-à-dire comment, lorsqu'il y a un objet qui arrive, on façonne un territoire qui fait qu'à un moment, on ne peut plus choisir, on ne peut plus faire autrement. La configuration matérielle du territoire, c'est très simple. Vous prenez cette île et vous regardez les routes, vous regardez comment c'est modelé, comment c'est aménagé. Et là aussi, comment ça s'est mis en place. Alors c'est une histoire très récente. Regardez la mission Hafner en 1898. Vous avez, ça ressemble, en apparence, ça n'a pas bougé, mais en fait, ça a bougé. Et vous allez le voir. Toujours dans les archives, je suis tombé dans cette sorte d'enquête policière où à chaque fois, on prend les archives de la nature et on les suit. Eh bien, je suis tombé sur un dossier 1942 marqué confidentiel, 1942, projet de l'aménagement de l'île de Phu Quoc, et qui introduit une part tout à fait différente. Alors, ça m'amuse, mais regardez dans la carte de droite, la mission Hafner de 1898, vous avez là aussi, c'est toujours une île considérée comme sauvage,
même si elle est pleine d'histoire humaine, mais qui a été oubliée. Et Hafner, le directeur du jardin botanique, propose la chose suivante. Il dit, en fait, il n'y a pas de ressources à Foucault, il n'y a rien. On ne peut rien en faire. Et si on introduisait à Foucault des chevaux sauvages pour en faire développer des chevaux comme aux États-Unis, en Australie, faire un Far West indo-chinois. Et c'est une question très, très sérieuse que l'on pourrait étudier. C'est aussi des dossiers que j'ai trouvés dans les archives, mais j'ai pas eu le temps d'étudier. C'est que les petits blancs qui peuplent l'Indochine, ont introduit non seulement l'anisette, mais en même temps, ils ont introduit les champs de course. Il y a toute une histoire des champs de course au Vietnam à la fin du 19e siècle, où il s'agit de parier. Et donc, l'idée, voilà, il y a des concours, il y a toute cette histoire hippique qui serait à faire, mais c'est autre chose. Alors, de ce dossier de 1942, confidentiel, vous avez la clé de la configuration matérielle du territoire telle qu'elle existe aujourd'hui, toujours. Regardez la carte de droite, c'est la carte des routes principales de l'île. C'est la carte des routes principales de l'île, qui est une île qui est très montagneuse au centre, ce qui fait que toute la partie montagneuse, c'est le parc naturel, qui n'a pas d'intérêt de mise en valeur touristique, c'est aussi pour ça que c'était facile de le classer. Et vous avez, la forme de ces routes. Et la forme de ces routes, ce qui se trouve, c'est qu'elle est totalement liée à un autre moment de l'histoire, qui est une histoire d'écologie et de guerre, qui est le moment 1942. L'Indochine est la colonie qui est restée le plus longtemps fidèle à la France de Vichy. L'amiral de Coux était un vichiste, acharné. Et il se trouve que les Japonais ont envahi l'Indochine à la fin de l'année 1941 et ils prennent possession de l'île de Foucault. Pendant 4 mois, ils y sont. Parce que ce qui les intéresse, c'est que à cause de la formation géologique, c'est facile de l'utiliser comme aéroport sans avoir besoin de construire de pistes. Et là, ce rapport confidentiel de 1942, c'est dès le départ des Japonais. Le gouverneur général de l'Indochine dit il faut faire un projet d'aménagement pour reprendre le contrôle de ces territoires. Il est en train de devenir incontrôlable, c'est-à-dire qu'il est en train de réactiver les anciennes connexions, de se tourner vers le Cambodge, vers le golfe de Thaïlande, et il faut en refaire une frontière et un cul-de-sac. Et donc, c'est ce projet de construction de routes. La légende de la carte de gauche est assez savoureuse, ça vous montre la difficulté, puisque c'est la mission qui prépare la construction de ces routes. Et regardez comment ils exploraient l'île en sampant, à vélo, en chaloupe à moteur, en bateau, à pied. Et ils vont néanmoins construire les routes qui sont toujours les routes sur lesquelles passent tous les touristes. Les routes sur lesquelles passent tous les touristes, la configuration matérielle de l'île, c'est une configuration Vichy de 1942, 600 prisonniers, qui, là encore une fois, sont pris de la prison centrale de Saïgon et sont emmenés pour travailler là-bas, avec des très grandes difficultés pour les nourrir, en plus dans ces temps de rationnement. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais je ne vais pas le faire, parce que je voudrais introduire une dernière chose, c'est faire le lien avec l'histoire actuelle et la modernité. Aujourd'hui, c'est l'aménagement de l'île, où on est en train de construire des routes qui sont parallèles, mais c'est le même plan. Vous avez le fameux aéroport de Foucault qui a ouvert et qui permet d'amener tous ces touristes. Mais vous avez des choses plus étranges. Vous avez à Foucault, vous avez ceci, si vous voulez y aller en vacances. Vous avez ceci, vous avez dans le nord de l'île, le groupe Vinpearl a construit un complexe gigantesque avec 1300 chambres et 350 villas. Il y a un parc d'attractions et il y a un safari. Un safari peuplé d'animaux africains. Vous avez tous les animaux africains, y compris et en particulier des animaux qu'il est interdit d'exporter et d'importer. On ne sait pas très très bien comment ils sont arrivés là, par quelle connexion, mais ils y sont et c'est plusieurs milliers d'animaux, ils voyageaient comme cela. Il y a des choses un petit peu plus, étonnantes. Vous êtes accueillis par cette sorte de safari postcolonial, c'est-à-dire que vous avez une tribu zoulou, qui danse, qui est venu d'Afrique du Sud, qui vous reconnaissez les attributs zoulous, vous avez tous les codes du safari colonial, et allez regarder ce TripAdvisor, vous verrez les commentaires des touristes chinois, russes, etc. Et le site officiel dit vous serez accueillis par une tribu de sauvages qui hurlent et qui vous effraiera. Il y a quelque chose, on n'est pas très très loin d'une sorte de zoo humain, sauf que ce sont des travailleurs volontaires qui sont salariés. Et donc, c'est une histoire. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'en fait, on est entré dans un autre basculement de l'histoire, c'est-à-dire que la façon dont la production de l'exotisme, ça fait longtemps que ce n'est plus le monopole de l'Occident. C'est d'ailleurs une excellente chose. Et il se trouve que les pays émergents, le Vietnam et d'autres, produisent massivement de l'exotisme sur l'Afrique ici, mais aussi d'autres formes d'exotisme, c'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes Européens les sauvages ou les bons sauvages de ces pays émergents. L'île de Foucault a une autre singularité,
si vous regardez le livre Guinness des records, eh bien, le Vietnam, un tiers des records du Vietnam sont des records mondiaux, sont des records de téléphérique. Technologie suisse importée. Téléphérique et notamment l'île de Phu Quoc. C'est que vous avez cette technologie qui, pour sur les stations de ski, qui a été mise pour relier les îles entre elles, et qui a ces records que vous avez. Qu'on trouve dans d'autres sites touristiques, c'est le mont Phasipan, il y a une erreur, il ne fait pas 3143 mètres, hein, c'est 1500 mètres quelque chose, c'est une coquille, excusez-moi, qui était un site en 2015, il fallait encore 2 jours de marche assez difficile pour atteindre ce mont. Aujourd'hui, il faut quelques minutes. Hein. C'était un site de villégiature connu des colons pour son climat sain. Et vous avez le groupe Sun a construit là-bas un téléphérique géant. Et ce centre d'attraction, vous avez une cité médiévale, la cité médiévale de Carcassonne. Vous pouvez vous baigner dans une piscine gothique. Vous pouvez aller dans une cathédrale et boire du vin dans des chais français. Tout ceci étant une invention. Et vous avez cette fameuse attraction avec la main qui tient un pont d'or. Les 2 groupes qui ont construit ça, c'est 2 groupes, c'est Vin Pearl et Sun. Le patron de Vin, c'est devenu le premier milliardaire vietnamien, c'est toujours la première fortune du Vietnam. Et l'autre, c'était son camarade, ils étaient ensemble étudiants dans le bloc de l'Est. Quand le bloc de l'Est s'est effondré, ils étaient étudiants tous les deux en Ukraine. Et lorsque le bloc de l'Est s'est effondré, eh bien, ils ont construit avec une grande habileté la première chaîne de nouilles asiatiques en Ukraine. Ils ont fait fortune, ils ont revendu à Nestlé et ils ont réinvesti tout leur argent dans le BTP et les téléphériques au Vietnam. Alors, ce qui m'intéresse, et je conclurai sur ça, c'est que nous dit cette histoire? Elle nous dit d'abord que notre planète est faite de modernités multiples. Elle est faite de modernités multiples et c'est un des grands apports de l'anthropologie et des sciences sociales de ces 20 dernières années, c'est de considérer comment la modernité n'était pas l'apanage de l'Occident, mais il y a des modernités multiples en différents endroits du monde. Or, il y a un risque aujourd'hui avec les questions écologiques, en particulier, je trouve, dans le débat français, c'est une sorte de repli sur soi en faisant comme si l'Occident, à cause de sa responsabilité historique climatique qui est réelle, était redevenu le centre du monde, le moteur de l'histoire, et que les autres parties du monde étaient cette sorte de bons sauvages organiques, plus ou moins en harmonie avec la nature. Au contraire, plus que jamais, il est essentiel d'aller faire des enquêtes ailleurs. Il est essentiel de s'interroger sur la façon dont notre écologie construit un autrui, qui est à nouveau un fantasme, et qu'il faut faire dialoguer avec d'autres autrui. La deuxième question, c'est que ça nous place face à une question qui n'a pas été résolue dans les années 1970 et qui est la grande contradiction que l'on a, qui est la contradiction entre l'écologie et le développement. Certes, il faut atterrir, mais qui doit atterrir? Que faire quand une partie du monde ne souhaite pas atterrir? Et c'est tout à fait légitime de ne pas le souhaiter, parce que la question du développement, on n'y a pas répondu. Regardez les chiffres de l'essor de la classe moyenne à l'échelle, du monde et ce que ça signifie. Ce que la profondeur historique nous apporte, eh bien, c'est que justement, ça nous apporte ce décentrement. Cela montre comment les questions du présent, si on décentre avec la profondeur historique, eh bien, on montre comment elles ont été nouées tout à fait autrement, ce qui nous permet de les dénouer et de les refonder. Et en ce sens-là, par rapport à la question que soulevait Martin, qui est de comprendre comment on en est arrivé là, on en est arrivé là par une série d'échecs, de bifurcations, de tensions, de contradictions, et non pas un long chemin linéaire qui, lui, ne nous permet rien de comprendre. Et c'est toujours la réticence que j'ai par rapport, aux simples courbes, qui sont juste le point de départ et le point d'arrivée des courbes de matière, mais ça ne permet pas de comprendre ceci. Et je finirai sur ça, c'est que c'est une question ouverte aussi pour la discussion finale. Comment est-ce qu'on pourrait, à partir de là, de ces modernités multiples, aller encore plus loin, faire une histoire qui soit peut-être moins anthropocentrique? Dans l'histoire que je vais raconter, j'ai pas d'insectes, j'ai un peu de géologie, j'ai pas de bactéries, il manque beaucoup de choses. Je n'ai pas tout à fait Gaïa. Et c'est tout l'enjeu que l'on va discuter pendant ces 2 jours ensemble, pour essayer de conserver ces 2 registres, les faire tenir ensemble, 2 registres du rapport à la nature, celui de la possessivité et celui des correspondances. Je vous remercie. Merci beaucoup Grégory pour cette très belle intervention.